Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Patrick Fontan, je suis le dirigeant du cabinet Montbourg Patrimoine. Je vous présente Steph Ngimbi, qui lui s'occupe de toute la partie internationale au sein de notre cabinet. Bonjour. Écoutez, nous vous remercions d'être là. Vous êtes déjà nombreux. Il y a beaucoup d'inscrits, donc je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui vont continuer à se joindre au fur et à mesure que nous commençons ce webinaire. Juste pour en préambule, notre cabinet a organisé la saison précédente une série de webinaires destinés aux Français de l'étranger. Ces webinaires étaient surtout destinés à des Français qui résidaient dans quelques pays africains avec lesquels on avait l'habitude de travailler. Cette année, on va recommencer une nouvelle saison avec toujours des thèmes qui concernent l'épargne et les placements des Français de l'étranger. On a élargi nos pays d'intervention. C'est peut-être pour ça que vous avez reçu nos mails d'invitation et nous vous remercions de vous être inscrits à la suite de ces mails. Donc, nous avons élargi à quasiment l'ensemble des pays africains et à quelques pays d'Amérique latine. Voilà, donc c'est le premier webinaire de la saison 2024-2025. Il aborde un thème qui vous est cher, j'en suis certain, et qui vous concerne et qui peut vous apeurer, qui est la manière de construire sa retraite, comment ça fonctionne, quel placement je peux faire pour améliorer le régime légal. Et en quoi Maubourg Patrimoine pourrait éventuellement vous aider. Donc, nous, on a décidé de vous présenter ce webinaire en examinant successivement ces trois thèmes. Donc, le premier, c'est le système de retraite réglementaire, notamment comment ça se passe, l'imbrication entre le système de retraite français et les systèmes de retraite auxquels vous cotisez aujourd'hui ou auxquels vous avez cotisé hier. Donc, c'est ce que nous verrons dans une première partie. Ensuite, on verra comment, si le système réglementaire ne vous convient pas ou est insuffisant, comment vous pouvez construire vous-même votre retraite, quelles sont les pistes en termes de placement qui peuvent vous intéresser, quelles conséquences pour vous au moment des cotisations et au moment du versement des pensions ou des revenus. Et comme je le disais tout à l'heure, dans une troisième partie, on vous dira un petit peu qui on est, nos expertises et dans quel domaine on peut vous apporter une aide. Voilà, donc Steph, je vais commencer par la première partie. Le système de retraite réglementaire, c'est la partie la plus ardue et la plus aride. Alors, juste, j'ai oublié de vous dire, si vous avez des questions à poser, ce que je vous propose, en plus, il y a beaucoup d'inscrits aujourd'hui, donc ce que je vous propose, c'est d'attendre la fin du webinaire et de les poser vos questions avec le chat et on essaiera d'y répondre. Donc, le système de retraite réglementaire, comment il est organisé pour les Français de l'étranger, notamment pour les Français qui habitent dans des pays d'Afrique ou dans des pays d'Amérique latine. Le système français, pour les salariés, et même d'ailleurs pour les chefs d'entreprise, il est composé d'un régime de base et il est composé de régimes complémentaires, et notamment la GIRC et l'ARCO que vous connaissez certainement. Et vous savez aussi que Alors attendez, je m'interromps. Et vous savez aussi que le régime complémentaire est essentiel pour les cadres en France, puisqu'il leur apporte une partie très importante de leur pension de retraite. Lorsque vous voulez travailler à l'étranger, c'est un petit peu plus compliqué. Et les règles qui s'appliquent pour votre retraite vont différer en fonction de votre statut et surtout en fonction du pays dans lequel vous résidez ou des pays dans lesquels vous avez résidé. C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, le cas le plus simple, quand vous êtes français à l'étranger, c'est quand vous êtes salarié détaché. Je ne suis pas sûr que ce soit la majorité des personnes qui nous écoutent, mais lorsque vous êtes salarié détaché, typiquement, vous allez continuer à adhérer au régime obligataire français en collaboration avec votre employeur. Votre période de travail qui est effectuée à l'étranger, elle sera intégrée dans le système français comme si vous aviez été résident français. Et donc, il n'y a aucune conséquence particulière pour vous. Vous êtes assimilé à un salarié ayant
suivi toute sa carrière en France. C'est le cas le plus simple. Plus compliqué, le deuxième cas, c'est si vous êtes expatrié, que vous soyez salarié ou entrepreneur, ce qui va se passer, c'est que là, vous n'êtes plus affilié au régime français, et donc vous allez cumuler pendant votre carrière des périodes où vous allez cotiser au régime français si vous avez travaillé en France, et ensuite d'autres où vous allez cotiser au système de retraite de votre pays de résidence ou de vos pays de résidence si vous avez habité dans des différents pays. Donc, la difficulté, c'est comment ces systèmes se coordonnent vont se coordonner lorsque vous allez faire valoir vos droits à la retraite. Donc là, on va distinguer trois situations possibles. La plus simple, et c'est la situation où vous travaillez dans un État de l'Union européenne ou les États proches de l'Union européenne, la Suisse, le Liechtenstein, etc. Dans ces pays-là, c'est là où on est le mieux coordonné, où les systèmes français et étrangers sont les mieux coordonnés. Donc, on va, dans un premier temps, il y a plusieurs phases à respecter. Dans un premier temps, on va comptabiliser les trimestres. Et donc, on va regarder dans chaque pays de résidence, qu'il soit en France ou dans un pays de l'Union européenne, combien de trimestres vous avez effectivement travaillé. Ensuite, donc, pour calculer les pensions qui vous sont dues, chaque régime de retraite, celui de la France, si vous avez travaillé en France, et celui du pays de l'Union européenne, dans lequel vous avez cotisé, va vous verser une retraite. Et la question, c'est comment on va calculer cette retraite. Alors, c'est un petit peu compliqué. On vous enverra les supports si vous voulez y réfléchir à tête reposée. Mais globalement, il y a deux manières de calculer la pension qui pourrait vous être versée. La première, c'est ce qu'on appelle le système de la pension nationale. Donc là, ben, comme son nom l'indique, c'est en fonction de la législation du pays dans lequel vous avez cotisé. Et donc, c'est le salaire moyen, attendez, c'est le salaire moyen auquel est appliqué un taux de liquidation qui va dépendre du nombre de trimestres pour lesquels vous avez cotisé. Le système de la pension proportionnelle, donc là, c'est un système où on va calculer la pension théorique comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies dans le pays dans votre pays. Cette pension théorique, on va la réduire au prorata des seules périodes d'assurance effectivement accomplies dans le pays. Et là, donc, du coup, on va calculer ce qu'on appelle une pension proportionnelle qui peut être différente de la pension nationale qu'on avait vue tout à l'heure. Et si vous avez travaillé dans des pays de l'Union européenne, eh bien, en fait, le système va calculer la plus élevée des deux pensions et vous recevrez ensuite cette pension la plus élevée qui vous sera versée par les États dans lesquels vous avez travaillé. Donc ça vaut que si vous avez travaillé dans l'Union européenne ou dans les pays associés à l'Union européenne. C'est le système le plus intéressant et le plus favorable pour les Français de l'étranger. Deuxième catégorie, vous avez travaillé ou vous travaillez dans un État qui n'est pas de l'Union européenne, mais qui y a signé une convention avec la France. Donc il y a 34 pays, donc on n'a pas mis les 34 pays, on a mis les pays pour lesquels vous pouvez être concerné. Donc il y a les pays d'Afrique, vous pouvez les voir, il y a quelques pays d'Amérique latine, il y en a beaucoup moins, mais a priori la liste pour l'Amérique latine et l'Afrique, elle est exhaustive. Donc dans ce cas-là, qui est aussi relativement intéressant, en tout cas un peu plus protecteur que le dernier régime qu'on verra tout à l'heure. Chaque pays va calculer les périodes d'assurance que vous avez assurées dans ce pays et va déterminer en fonction de sa législation la pension théorique à laquelle vous avez droit et ensuite il va la proratiser en fonction des périodes pour lesquelles vous avez travaillé. Et donc il va vous payer une pension proratisée. Donc c'est quand même protecteur parce que vos cotisations vont quand même servir à payer des pensions. Une petite remarque, la liquidation de la retraite est séparée si vous avez exercé votre activité dans les pays que vous voyez en bas de la salle, le Gabon, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo. Donc ça, c'est un régime qui est relativement protecteur parce qu'il y a, la troisième cas, les pays qui ne figurent pas dans la liste,
ben là, ils n'ont pas signé de convention avec la France. Donc là, c'est un peu plus le Far West. Et la demande de retraite française n'entraînera pas l'examen de vos droits de retraite dans les pays dans votre pays de résidence. Les périodes que vous avez travaillé dans ces États qui ne sont pas liés à la France par un accord de sécurité sociale, eh ben, ils vont être pris en compte et ils ne vont pas être pris en compte pour l'examen de vos droits en France. Donc là, si vous êtes dans cette situation-là, c'est un signal d'alerte. Il faut que vous vous préoccupiez de votre retraite. Excusez-moi. Si, si vous cotisez dans le pays de résidence, le calcul de votre retraite se fera en fonction de la seule législation locale. Alors, il y a un système, on va y revenir largement un peu plus un peu ultérieurement. En fait, c'est un système supplétif qui est organisé autour de la Caisse des Français de l'étranger. Donc, on va vous le décrire plus largement parce qu'il fait partie des solutions pour ceux qui sont mal couverts par les régimes traditionnels. Donc, on vient de voir comment ça fonctionnait quand on est détaché, comment ça fonctionnait quand on a cotisé à la fois dans un régime français et dans un régime d'un pays qui est lié à la France par une convention, ou dans un pays, on a vu aussi qu'on est mal couvert quand on est dans un pays qui n'est pas lié à la France par une convention. Donc ensuite, la question que vous devez vous poser, hein, on a mis une calculette, c'est les pensions, entre guillemets, réglementaires, celles qui vont provenir de vos cotisations, est-ce qu'elles vont être suffisantes pour vous permettre de vivre une retraite décente? Donc ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de votre parcours professionnel. C'est sûr que si vous avez cotisé en France pendant 50 ans et si vous avez cotisé quelques années dans un pays africain ou d'Amérique latine, la situation n'est pas la même que si les proportions sont inversées. On vient de voir aussi que ça dépend du pays de résidence, s'il est lié par une convention ou pas. Ça dépend évidemment du système de retraite des pays dans lesquels vous avez cotisé. Ça dépend, dans une autre mesure, ça va dépendre du pays de résidence que vous aurez choisi lorsque vous serez à la retraite. Est-ce que vous voulez revenir en France? Est-ce que vous voulez continuer à vivre dans le pays dans lequel vous avez cotisé ou est-ce que vous allez dans un autre pays? Et puis, il y a un dernier élément, un dernier paramètre qui est très important, c'est quels sont vos besoins financiers quand vous partirez à la retraite. C'est quand même le moteur de vos cotisations. Si vous avez besoin de peu de revenus, vous aurez besoin de moins cotiser. Donc, il faut répondre à toutes ces questions. Et si la réponse est « j'ai pas assez », je suis en risque, il faut vous prendre en main le plus tôt possible. Et pour que vous puissiez construire une retraite qui corresponde à ce que vous souhaitez avoir au moment où vous partez à la retraite. C'est pas si simple, il y a plusieurs solutions. Comment vous pouvez faire et quelles sont les options qui s'offrent à vous, c'est l'objet de la deuxième partie qu'on va développer un peu plus parce que c'est quand même le vrai thème de notre webinaire ce soir. Donc, on va essayer de vous donner quelques pistes pour construire votre retraite. Donc, on verra, avant d'aborder les 4 pistes qu'on vous propose, on verra qu'il y a des questions qu'il faut que vous vous posiez et qui recoupent un petit peu ce qu'on vient de voir précédemment. Et ces questions, une fois que vous y aurez répondu, ben vous aurez 4 solutions qui s'offrent à vous, schématiquement, qui recouvrent ensuite plusieurs supports financiers. La première de ces solutions, c'est un système de rente viagère. Donc, comme son nom l'indique, vous allez créer du capital qui sera consommé jusqu'à votre décès et qui vous servira notamment à avoir des pensions de retraite. La deuxième solution, c'est de souscrire un contrat d'assurance de capitalisation, typiquement un contrat d'assurance vie. Ce contrat d'assurance vie, il se traduira normalement pas, même si l'option est possible, par le versement d'une rente viagère, mais vous aurez un capital. Ce capital, vous pourrez tirer dessus au fur et à mesure de vos besoins financiers et, si possible, jusqu'à votre décès. C'est la deuxième solution qu'on examinera également beaucoup plus en détail. Il y a des solutions auxquelles on pense moins, mais qui sont tout aussi intelligentes. La troisième solution, c'est d'acquérir des revenus différés. Donc, on verra que c'est un système qui permet en fait d'utiliser le principe du démembrement de propriété, qu'on vous décrira largement. Dernière solution, c'est d'acquérir dès aujourd'hui un capital différé. Donc là, vous allez
cotiser en quelque sorte dans un système, dans un placement qui vous délivrera un capital au moment où il sera débloqué. C'est une solution qu'offre notamment le private equity. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aborder, avant d'examiner les différentes solutions qu'on vous propose, il faut quand même être sûr de ne pas se tromper au moment où on s'engage dans son projet de retraite. Donc, quel est mon projet de vie? On vient de le voir tout à l'heure. Est-ce que mon expatriation est temporaire? Est-ce que je vais rester longtemps dans mon pays de résidence? Ou est-ce que je vais rester définitivement dans ce pays? Deuxième question importante, en plus d'économiser pour ma retraite, est-ce que je souhaite que le capital que je vais mettre de côté, il serve également à être transmis à mes héritiers ou à des personnes que j'ai choisies? Quatrième question, quelle fiscalité je vais supporter? Donc, évidemment, je ne vous fais pas un dessin, ce n'est pas pareil si vous êtes fiscalisé en France ou si vous êtes fiscalisé dans un pays d'Afrique ou d'Amérique latine. Avec, si vous n'êtes pas fiscalisé, si vous habitez dans un pays d'Afrique ou d'Amérique latine, le risque que vous soyez taxé deux fois, une fois en France, une fois dans votre pays de résidence. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser et de préparer sa stratégie d'épargne en fonction de cet objectif-là. Ensuite, bon, on l'a vu, hein, quel est le montant de revenus dont je souhaite disposer? Parce qu'il est important de savoir que, notamment si vous n'utilisez pas des solutions de rente viagère, il ne faut pas que vous vous retrouviez à court d'épargne si vous vivez plus longtemps que vous n'aviez prévu. Et ensuite, et surtout, je dirais quel effort financier je peux réaliser aujourd'hui jusqu'à mon départ et jusqu'à mon départ prévu à la retraite. Est-ce que j'ai un gros capital ou est-ce que je vais plutôt réaliser des efforts progressifs? Donc ces questions-là, il faut se les poser avant de choisir une solution. La première solution qu'on vous propose, c'est la plus naturelle, c'est aussi la plus sûre, c'est la solution de se constituer un capital ou d'adhérer à un système qui vous permettra d'avoir une rente viagère. Donc globalement, on va séparer deux systèmes de rente viagère. Le premier qui est plus ou moins le système légal qui est offert aux Français de l'étranger, c'est les systèmes de retraite qui vous sont dédiés et qui globalement ressemblent au système français classique avec le régime de base et les complémentaires Agir Carco, qui est le pendant pour les Français de l'étranger, c'est la Caisse des Français de l'étranger, la CFE, et la complémentaire de Malakoff Humanis. C'est ce qu'on va examiner dans un premier temps. Et dans un second temps, on verra qu'il y a un système un peu différent où là, vous avez la maîtrise de votre épargne et de votre retraite et qui peut être illustrée, par exemple, par la constitution d'un plan d'épargne retraite. Donc, c'est ce qu'on vous décrira dans un second temps. Donc, la différence, évidemment, c'est qu'il y en a un, vous allez cotiser, on va dire, quelque part à fond perdu, et le second, vous allez constituer une épargne que vous maîtrisez, qui vous servira à vous verser une rente future. Donc, premier système, la Caisse des Français de l'étranger. Ça, c'est ce qu'on peut assimiler au régime de base en France. Donc, c'est un organisme privé qui est placé sans eux, sous la tutelle des ministères en charge de la sécurité sociale et du budget. Et comme je le disais, c'est un petit peu l'équivalent de la retraite de base de la sécurité sociale. Bon, à la différence que vous allez cotiser volontairement à la CFE et que vous allez valider vos trimestres de cotisation, comme dans le régime de base si vous étiez en France. Par contre, vous devez être salarié pour y cotiser. C'est un système dont vous avez déjà dû entendre parler, qui est connu. C'est un système qui regroupe quand même plus de 200 000 personnes dans le monde entier. Et on va donc calculer votre cotisation en fonction du salaire perçu. Alors, on a fait quelques simulations. Donc, pour une personne qui perçoit un salaire supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale, vous allez payer 18% de cotisation par rapport à votre salaire. Vous voyez, ce n'est pas négligeable hein, quand même. Hein. Et on n'en a pas parlé, mais en plus de la retraite, vous allez pouvoir, avec la CFE, vous garantir une protection de base en matière de santé. Et je sais que c'est une préoccupation qui est très forte chez vous.
Donc la CFE, c'est le socle de la protection santé. Bon, ce n'est pas l'objet de notre webinaire ce soir, mais ce n'est pas obligatoire de recourir à la CFE. On peut avoir des assurances privées sans la CFE. Mais la CFE, c'est le socle de base quand on travaille à l'étranger pour se protéger. Évidemment, si vous souscrivez à la retraite de la CFE, vous n'êtes pas obligé d'adopter la protection santé. Vous choisissez ce que vous souhaitez. Alors, c'est quoi l'avantage de la CFE? Ben, c'est quand même un système fiable, sécurisé, parce qu'il est quand même plus ou moins géré par un organisme qui est dans l'orbite des pouvoirs publics. Et c'est une préoccupation qui doit être forte pour vous. Votre pension, et il faut se demander qui va vous la verser derrière. Donc, si c'est un organisme qui est dans l'orbite de l'État français, c'est même si on peut avoir quelques interrogations par rapport à notre situation budgétaire, c'est quand même mieux. Le deuxième avantage, c'est que c'est une rente viagère qui va vous protéger jusqu'à la fin de votre vie. L'inconvénient, ben, c'est un peu comme le régime de la sécurité sociale en France, sauf que les salariés sont obligés de cotiser en France. Et donc, vous allez cotiser dans un système qui fonctionne un peu comme une boîte noire, qui n'est pas hyper rémunérateur pour vous. Et ça, c'est la contrepartie du fait qu'il est sécurisé. Vos pensions de retraite, vous les toucherez. Donc ça, c'est l'avantage du système de la CFE. En complément de la CFE, parce que comme le système de base en France, ça ne va pas être suffisant, vous avez une option qui s'ouvre à vous, qui est de cotiser un système de retraite complémentaire. Ce système de retraite complémentaire, pour les Français d'étranger, il est organisé autour de l'institution de prévoyance Malakoff Humanis. Et donc, comme pour la GIRC et l'ARCO en France, vous pouvez acquérir des points qui seront transformés en pension au moment de votre départ à la retraite. Donc, on vous a mis les taux de cotisation. Vous voyez, si on les ajoute à ceux de la CFE, ça fait un petit peu cher hein, quand même. Et l'autre inconvénient, c'est que comme pour la CFE, vous allez cotiser dans quelque chose qui ressemble à une boîte noire. Donc, les systèmes dédiés aux Français de l'étranger et organisés par les pouvoirs publics, c'est des systèmes qui vous assurent un minimum de pension. C'est pas un rendement financier très sexy, mais l'avantage, c'est que vos pensions, vous les toucherez. Et votre retraite complémentaire, vous la toucherez. Donc ça, c'est le premier système. On vous a dit tout à l'heure qu'il y a un deuxième système qui est plus souple, qui peut aussi être débouclé sous forme de rente viagère. C'est le système du plan d'épargne retraite. Alors en France, pour les Français de France, c'est un système qui ressemble en fait qui est un produit de défiscalisation. C'est l'un des rares produits en France où vous pouvez déduire de vos impôts, de vos revenus imposables, vos versements, alors que souvent les systèmes de défiscalisation en France, vous allez défiscaliser, mais vous allez avoir sous forme de réduction d'impôts. Donc là, c'est intéressant parce que ça vous permet de baisser de tranches d'imposition. C'est pour ça qu'il est assez populaire, le plan d'épargne retraite en France, et qui connaît un relatif succès depuis qu'il a été créé avec la loi Pacte. Donc, vous me direz, mais pourquoi moi je vais aller adhérer à un plan d'épargne retraite dont le principal facteur de succès est la défiscalisation, alors que cette défiscalisation n'est pas ouverte aux Français de l'étranger? Il y a deux réponses à cette question. La première, c'est que c'est quand même un système qui a des avantages, et Steph va nous les présenter, même sans défiscalisation. Et la deuxième, c'est que si des fois vous devez revenir en France, vous bénéficierez quand même de cette défiscalisation au moment de votre retour avec un bonus, puisque vous aurez un booster qui vous permettra de multiplier par 4 les déductions l'année où vous revenez en France. Donc, si vous prévoyez de revenir prochainement en France, c'est un bon système de fiscalisation. Mais Steph, il va vous expliquer pourquoi le plan d'épargne retraite, il est intéressant pour un Français de l'étranger, même sans la défiscalisation. Alors,
Bon, en fait, Patrick a déjà évoqué les avantages. En tant que Français de l'étranger, vous n'avez pas effectivement les mêmes avantages qu'un Français qui est résident en France, comme l'a dit Patrick, a lui la possibilité de pouvoir déduire sur son impôt sur le revenu les versements effectués dans le cadre de son PER. Vous ne l'aurez pas. Mais effectivement, par contre, au moment de la sortie, vous allez pouvoir bénéficier d'une fiscalité allégée et notamment si vous rentrez en France quelques années avant l'ouverture de vos droits à la retraite, vous aurez la possibilité de pouvoir bénéficier d'un booster fiscal puisque votre plafond annuel sera multiplié par 4. Ça, ce sont les avantages forts en tant que Français de l'étranger que vous avez lorsque vous faites la souscription d'un plan épargne retraite. Patrick l'a évoqué, vous aurez donc la possibilité de cotiser en fonction de vos moyens. Donc, il n'y a pas une contrainte de capital minimum à respecter. C'est un effort que vous fournissez vous. Vous aurez donc le choix, soit vous-même, soit via votre conseil financier, de choisir les supports sur lesquels vous voulez investir en fonction de votre sensibilité au risque, en fonction de votre horizon d'investissement, évidemment. Vous connaîtrez vos frais en amont. Vous avez désormais la possibilité de pouvoir sortir soit en rente, soit en capital. Vous avez la main là-dessus. Alors, Patrick précise que vos rentes futures dépendront de la rentabilité du capital jusqu'au départ à la retraite. Oui, il va falloir faire attention à deux éléments importants. Le premier élément, et Patrick l'a un peu évoqué, il faut commencer tôt, hein, parce que ça va vous permettre, en fait, d'aplanir tous les mouvements de marché que votre investissement pourrait rencontrer tout au long de sa vie. Donc, commencer tôt permet d'aller chercher une performance qui est correcte et qui vous permettra effectivement de pouvoir bénéficier d'un capital ou d'une rente intéressante au moment de la sortie. Alors, on va prendre un exemple. Donc, on va prendre un exemple qu'on reprendra un petit peu dans la suite du webinaire. On a fait quelques calculs de coin de table. On a imaginé que vous avez 55 ans, vous avez un placement de 100 000 euros que vous pouvez réaliser et vous allez décider de le mettre sur votre plan d'épargne retraite. On va supposer que le taux de rendement net de votre capital sur les 10 années à venir est de 3% par an. Ça ne vous paraît pas beaucoup, mais 3% par an net après les frais, c'est pas si mal. Parce que si vous avez un horizon d'investissement de 10 ans, vous ne pouvez pas avoir des supports trop dynamiques, vous prenez le risque de devoir passer en rente à un mauvais moment. Donc, il faut avoir une allocation un peu plus équilibrée et 3% par an, c'est pas si mal. Et donc, vous décidez de sortir en rente à 65 ans. Et le calcul qu'on a fait, c'est que votre rente, sur ces bases-là, elle s'élèverait à peu près à 5 600 euros annuels. Donc, ça ne vous paraît pas beaucoup, mais c'est juste le résultat des mathématiques financières. Donc, si vous trouvez que ce n'est pas beaucoup, ça veut dire qu'il faut mettre plus de capital ou il faut épargner plus longtemps. Ou il faut prendre plus de risques sur vos placements. Mais ça, c'est le risque qui vous appartient. C'est votre rente qui en pâtira derrière. Voilà. Vous avez tout dit. Vous avez donc intérêt à souscrire le plus tôt possible, en tout cas, en ce qui concerne le plan épargne retraite. Donc, juste, Steph, pour en finir avec ces deux systèmes. Donc là, on a vu le plan d'épargne retraite français et le plan d'épargne retraite privé, on va dire, et les systèmes un peu plus institutionnels. Vous voyez bien que la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un où vous êtes votre propre entrepreneur de votre retraite. C'est vous qui choisissez et vous assumez les conséquences, mais vous avez potentiellement une pension qui est plus importante à la sortie. Et puis un autre système institutionnel, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, mais vous êtes à peu près sûr, même si vous trouvez que vous cotisez beaucoup, d'avoir votre rente jusqu'à votre décès. Hein, donc, l'avantage quand même du plan d'épargne retraite par rapport au système qu'on va voir après, c'est que c'est quand même l'assureur qui gère votre plan d'épargne retraite qui vous garantit le versement de vos pensions. Ce n'est pas l'État français, c'est pas mal quand même. Il n'y a pas beaucoup d'assureurs qui déposent le bilan. Hein. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur les systèmes viagers.
on n'a pas abordé un thème, c'est la fiscalité, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, mais là, c'est simple, la fiscalité. C'est très simple. La fiscalité sur les rentes viagères sont normalement, c'est la fiscalité de votre pays de résidence. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir en fonction du pays où vous habitez. Il est possible que ce soit intéressant de rester expatrié pour la fiscalité. Demandez aux Français qui sont partis au Portugal. Je vais relaisser la parole à Steph pour les prochains systèmes. J'ai vu qu'il y avait plein de questions, mais on ne peut pas répondre parce qu'il y en a trop au cours de ce webinaire, donc j'essaierai d'y répondre à la fin. Hein. Et puis en plus, quand on voit les questions, ça nous trouble, et puis après on regarde les questions au lieu de penser à ce qu'on doit vous dire. Donc c'est un peu désagréable. Steph, donc on a vu les systèmes viagers, maintenant on va voir les systèmes de capitalisation. Expliquez-nous un petit peu. Une autre façon de le faire, ce serait notamment de passer par une enveloppe assurantielle. Je pense que vous connaissez tous l'assurance vie. C'est le contrat d'épargne aujourd'hui le plus souscrit en France. C'est une enveloppe juridique qui va vous permettre d'épargner également là régulièrement, librement, donc à votre rythme, un peu comme avec le plan épargne retraite, donc le PER. Vous allez vous décider au moment de votre départ en retraite si vous souhaitez sortir, donc puiser la totalité de votre capital. Si vous voulez sortir votre capital en partie, vous avez toute l'attitude en termes de pilotage du contrat. Alors, par contre, il va falloir faire attention à un point important, notamment pour nos chers résidents, non-résidents qui sont basés en Afrique. Les conditions de souscription, notamment en France et au Luxembourg, peuvent être quelquefois assez compliquées pour les non-résidents. C'est pas impossible parce que la preuve, je m'occupe au sein du cabinet du pôle international, donc les clients qui sont généralement embarqués avec des contrats d'assurance vie luxembourgeois, mais chaque pays et chaque compagnie va mettre des contraintes qui sont plus ou moins... Voilà. Et donc nous, notre expertise un petit peu, c'est de vous orienter vers les compagnies avec qui on n'a pas de problème, avec lesquelles on n'a pas de problème. Et ça, on sait faire qu'elles soient... Il n'y en a pas énormément, hein, mais qu'elles soient en France ou qu'elles soient des compagnies françaises ou des compagnies luxembourgeoises. Exact. Alors, Monsieur Geoffroy, on reprendra à votre question tout à l'heure. Je crois que vous avez levé la main depuis tout à l'heure. On y répondra. Les avantages et les inconvénients. Alors, les avantages de l'assurance vie, écoutez, comme dans le cadre du PER, vous allez subir les aléas financiers, mais on va dire que quand vous avez un horizon qui est lent, cela va vous permettre de lisser effectivement toutes les oscillations que pourra connaître votre investissement. En contrepartie, au bout, c'est que vous avez, vous, la possibilité donc, de consommer soit totalement ou soit en partie, en tout cas à votre rythme, votre capital, et vous aurez effectivement également la possibilité de le transmettre dans des conditions qui sont très avantageuses. On va reprendre l'exemple de quelqu'un qui a commencé à investir à 55 ans, un capital de 100 000 euros, rémunéré à 3% sur 10 ans. On voit qu'au bout, au moment, en tout cas à 65 ans, au bout de 10 ans, vous allez pouvoir disposer d'un capital de 135 000 euros. Alors, ça paraît pas beaucoup, mais c'est beaucoup à la fois parce que délivrer 3% net de frais de gestion annuellement sur une période de 10 ans, c'est pas toujours aussi facile qu'on pourrait le penser. Patrick l'a un peu évoqué, donc en tout cas notre cabinet, nous sommes en capacité de pouvoir vous orienter aujourd'hui vers les compagnies en France comme au Luxembourg qui acceptent les non-résidents et notamment on voulait insister sur le contrat d'assurance vie luxembourgeois qui à notre sens va apporter, alors je ne veux pas dire que c'est mieux qu'un contrat de droit français, mais d'autres avantages et peut-être une souplesse qu'on ne va pas avoir sur un contrat français. Alors, les avantages, justement, en termes de sécurité, vous avez une sécurité qui est beaucoup plus renforcée au niveau du Luxembourg. Un exemple, par exemple, vos avoirs, les avoirs que vous déposez sur un contrat d'assurance vie en France
en théorie, sont protégés jusqu'à hauteur de 70 000 euros. Au Luxembourg, il n'y a aucune limite. Au Luxembourg, vous avez un mécanisme qu'on appelle le triangle de sécurité, où, par la loi, les compagnies d'assurance sont tenues de ne pas garder les actifs des clients dans leurs livres et de les déposer dans une banque dépositaire. Ce qui voudrait dire que demain, si la compagnie d'assurance rencontrait des problèmes, vos actifs à vous sont protégés dans une banque dépositaire qui n'a rien à voir avec la compagnie d'assurance. Ça, c'est un mécanisme qui est très fort et le Luxembourg est le seul pays européen qui propose un mécanisme aussi fort. Alors, vous avez également, dans le cadre du contrat d'assurance vie luxembourgeoise, la souplesse en termes de gestion, en tout cas en termes de votre conseil financier, si c'est nous, on l'espère, on aura davantage de souplesse dans le cadre du contrat d'assurance vie parce qu'on aura différents véhicules, en fait, pour pouvoir aller investir votre capital. Alors, généralement, je ne vais pas les rappeler tous ici, mais je vais vous parler de deux véhicules, le fonds d'assurance spécialisé et le FID. C'est quasiment la même chose, sauf que dans le premier, dans le FAS, votre conseil ou vous-même allez prendre des décisions d'investissement, d'accord? Et donc, en termes de coûts, ça vous coûte beaucoup moins cher. Dans notre cas, dans le cas du FID, le fonds intermédiaire, il faut faire intervenir, ça c'est une obligation, une société de gestion. C'est une couche de frais supplémentaires. Si vous êtes intéressé, nous irons dans les détails éventuellement lorsque nous pourrons avoir des entretiens en one-to-one. L'autre avantage du contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est que le Luxembourg pratique la transparence fiscale. Vous n'aurez aucune retenue à la source en matière d'impôt au Luxembourg. La seule fiscalité qui s'appliquera, c'est la fiscalité de votre pays de résidence. Je pourrais même rajouter un avantage que nous n'avons pas mentionné là, c'est la portabilité du contrat, c'est-à-dire que le contrat d'assurance vie luxembourgeois va s'adapter chaque fois à votre pays de résidence. Si vous êtes aujourd'hui résident au Maroc, par exemple, et que vous décidiez au moment de votre départ à la retraite d'aller à Maurice, par exemple, y passer votre retraite, votre contrat d'assurance vie, une fois de plus, de par sa transparence et sa portabilité, va aller s'adapter sans aucun problème à votre nouveau pays de résidence. Il y a quelques inconvénients. Les tickets d'entrée, c'est le Luxembourg, sont d'un certain niveau. Aujourd'hui, pour être sur un FID ou un FAS, il faut déposer au moins une prime de 250 000 euros. Sinon, il n'y a pas de discussion. Sinon, vous n'avez pas de FAS ou de FID, vous avez accès au régime général qui a quand même l'avantage de la sécurité et de la transparence fiscale. Vous avez moins de choix et les frais sont un petit peu plus élevés. Autant ça peut être très intéressant en termes de frais d'avoir un FAS si vous avez 300 000 euros à investir, autant si vous avez 125 000 euros et si vous êtes sur le régime classique de l'assurance vie tel qu'on connaît en France, vous aurez moins de choix et là, vous aurez des frais un peu plus élevés que si vous étiez sur un contrat français. Mais vous aurez la transparence fiscale et vous aurez le surcroît de sécurité. Exactement. Ce que Patrick veut dire par là, c'est-à-dire qu'en deçà de 250 000 euros, au lieu d'être sur du sur-mesure, on va pouvoir investir votre capital, mais sur une liste de sous-jacents que nous fournit la compagnie et en fonction évidemment de votre horizon d'investissement et de votre niveau de risque, nous, on va pouvoir aller faire un stock picking et construire une allocation pour vous. Alors, un autre avantage, un autre inconvénient d'ailleurs, c'est le fait que vous n'avez pas de liquidité sur le private equity. Ça veut dire que si vous souscrivez à du non-coté au sein de votre contrat d'assurance vie luxembourgeois, si à un moment donné, vous devez récupérer votre capital, ce que la compagnie fait, c'est qu'elle vous redonne les titres et non pas de cash. Voilà. Un autre inconvénient, contrairement à un contrat français, vous n'aurez pas accès à de l'immobilier papier tel qu'il est conçu en France, donc au SCPI. Vous pourrez avoir un accès au fonds euro, mais il y aura un surcoût et ça c'est possible que si vous passez par une filiale d'une compagnie française. Voilà. Bon, en général, on ne va pas au Luxembourg pour le fonds en euros. Alors, on a vu les avantages du Luxembourg, donc ce n'est pas la panacée, mais ça a quand même quelques atouts, notamment si on part à la retraite en étant non résident français.
Alors, ça nous amène à parler de la fiscalité, de l'assurance vie, comment ça marche? Alors, la fiscalité de l'assurance vie, c'est très simple. C'est un principe de capitalisation d'assurance vie. Donc, en fait, en réalité, tant que vous ne sortez pas d'argent du contrat, vous ne subissez aucune fiscalité. Depuis peu, ça a changé un peu sur le fonds euro, où effectivement, l'administration fiscale française va chercher annuellement l'impôt sur ce support-là. Mais le principe est clair, tant que je ne sors pas d'argent, je ne subis pas de fiscalité. Et quand j'en sors, lorsque le contrat a eu une certaine maturité fiscale, vous bénéficiez d'un certain nombre d'abattements sur les plus-values avant qu'une fiscalité à un taux préférentiel s'applique. Donc ça, c'est un avantage fort. On l'a dit, au niveau de Luxembourg, c'est la transparence. Donc, vous n'avez pas de retenue à la source si c'est un contrat luxembourgeois. Si c'est un contrat français, vous aurez une retenue à la source. On pourra regarder dans le cas pratique comment ça se... Voilà, mais la retenue à la source, vous l'avez si vous êtes non résident français. Si vous êtes résident français, vous payez la flat tax si vous ouvrez votre contrat demain. Exactement. Enfin, la flat tax aujourd'hui, si vous partez à retraite aujourd'hui, la flat tax dans 10 ans, on verra. Si elle va encore exister, effectivement. Il y a également des avantages très importants au moment de la transmission éventuellement, parce que là, vous bénéficiez d'un régime qui est favorable. D'abord, parce que de par sa nature, le contrat d'assurance vie est hors succession, et vos bénéficiaires vont bénéficier d'abattements prévus par la loi qui sont assez favorables. Voilà, donc on a vu là les différences entre les systèmes de capitalisation et les systèmes sous forme de rente viagère. Dans le système de capitalisation, globalement, vous disposez d'un capital que vous utilisez comme vous voulez, sans la garantie de la rente, même si il y a une option dans l'assurance vie qui vous permet de sortir en rente. On a voulu simplifier les choses, on n'en parlera pas ce soir. Et donc, c'est vous qui construisez votre retraite, encore plus que dans le cas d'un plan d'épargne retraite, puisque là, vous n'avez même pas de rente. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous êtes à la retraite, il faudra continuer à gérer vos placements pour qu'ils continuent à être dynamiques. Donc, nous, on recommande ce type de système quand vous avez beaucoup d'épargne, vous n'avez pas trop l'aléa de la durée de vie, et où vous avez une problématique de transmission. Donc ça, c'est un placement qui est vraiment intéressant. Le plan d'épargne retraite, il est plus adapté aux personnes qui ont moins de capital et qui veulent surtout sécuriser leur pension. Pareil d'ailleurs pour les systèmes de la CFE et de Malakoff Humanis. Donc on a vu deux systèmes auxquels vous avez certainement pensé avant de venir au webinaire. Il y a un troisième système qui est un peu plus ingénieux en termes de financier et qu'on va décrire maintenant, qui va vous permettre d'acquérir des revenus différés. Donc, ça paraît un petit peu compliqué. Expliquez-nous, Steph, comment ça fonctionne. Patrick l'a un peu évoqué en introduction. Vous avez en fait la possibilité de pouvoir bénéficier de revenus différés via le mécanisme du démembrement. Le démembrement, on l'explique un peu, c'est simplement la séparation de la propriété d'un bien immobilier. En fait, on va créer deux parties acheteuses. Il y a un usufruitier et un nu propriétaire. Jusque-là, c'est très simple. Le nu propriétaire, en fait, pendant toute la période du démembrement, est la personne qui détient la propriété du bien. Par contre, les revenus sont perçus, évidemment, par l'autre partie acheteuse. L'idée, c'est qu'au bout de la période de démembrement, le nu propriétaire va pouvoir récupérer la pleine propriété, donc la totalité de la propriété, puisque l'usufruit va venir rejoindre sa NP. Voilà, donc en fait, vous êtes propriétaire, mais sans le savoir pendant la période de nue propriété. C'est une période où vous êtes passif et vous ne devenez actif qu'au terme du démembrement. Donc l'avantage, évidemment, c'est que vous achetez moins cher.
Et donc, quelque part, vous allez doper la rentabilité de votre système grâce aux revenus que vous avez renoncé à percevoir pendant la période où vous étiez nu propriétaire. C'est un petit peu ça, le système du démembrement. Hein. Vous voyez, le schéma, il illustre, c'est un schéma qui est plutôt adapté à des logements. On verra qu'il y a deux manières, mais ça on va en reparler tout à l'heure, la manière d'aborder le démembrement de propriété, soit avec la pierre papier, soit avec l'immobilier en dur. Donc, Steph, on va juste récapituler les principaux avantages qu'on vient de décrire, mais qu'on va synthétiser. Exactement. En fait, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction importante au moment de l'acquisition, qui peut aller jusqu'à 40%. Ça représente en fait un versement immédiat de vos loyers futurs. Vous allez vous constituer un patrimoine immobilier sans contrainte. La gestion est faite par un professionnel de l'immobilier. À terme, vous allez pouvoir bénéficier donc de compléments de revenus. Ça va vous permettre de protéger et d'optimiser votre succession, de réduire votre fiscalité, parce que pendant la période de démembrement, vous ne toucherez pas de revenus, puisque ces revenus seront touchés par les usufruitiers. On ne va pas trop détailler la fiscalité mais, tout de suite, mais globalement, pourquoi on dit optimiser votre succession? C'est parce que, en fait, le prix d'achat, c'est le prix de la nue propriété, pas le prix de la pleine propriété. Donc, en fait, le prix d'entrée dans votre patrimoine, il est réduit. Exact. Alors, donc, schématiquement, il y a deux solutions pour investir dans l'immobilier, Steph. Soit on achète un bien immobilier, soit on achète des parts de SCPI. Donc, exact. comme on avait écrit le bien immobilier d'abord, on va commencer par les parts de SCPI, juste pour vous embêter. Alors, expliquez-nous comment on peut acheter de l'immobilier en nue propriété avec des parts de SCPI, en rappelant à ceux qui ne connaissent pas bien ce que c'est qu'une SCPI. Bon, la SCPI, on va faire très simple, c'est de la pierre papier. La SCPI va permettre, c'est un mécanisme qui permet à plusieurs épargnants de mettre dans le même pot de l'argent qui est géré par une société de gestion qui, elle, va aller faire des acquisitions de biens immobiliers, soit en France, soit à l'étranger, dans l'Union européenne. Au titre de cet investissement, la société de gestion va vous verser des loyers. Alors, c'est un produit qui a rencontré énormément et qui rencontre encore beaucoup de succès en France, qui aujourd'hui génère des rendements qui sont plutôt élevés, des rendements qui oscillent entre 4 et 7%. Là également, vous aurez effectivement le même avantage, c'est-à-dire que vous aurez, vous, la main sur votre durée de démembrement. Donc, en fonction de l'âge de départ éventuel à la retraite, où on pourra calibrer quelle est la durée de démembrement qui conviendrait à votre horizon d'investissement. Alors, vous avez moins de frais lorsque vous achetez en une propriété. Patrick l'a évoqué. Non, on a moins de frais que si on achète un appartement, en fait, parce qu'il y a moins d'intermédiaires pour aller vite. On va reparler tout à l'heure des appartements qu'on peut acheter en une propriété, c'est bien aussi, mais il y a plus d'intervenants, c'est un peu plus compliqué. Exactement. Alors, nous en ce qui concerne les SCPI, on oriente, en tout cas pour nos clients qui sont basés hors de France, on les oriente sur des SCPI européennes, donc des SCPI qui n'investissent pas en France, hors de France. On travaille avec plusieurs partenaires, mais là, on en a cité les trois plus gros, Corum, qui travaille énormément avec les non-résidents, Sofidy et Ecomet. Alors, on le dira plus tard pour la fiscalité, pourquoi c'est intéressant de passer par les SCPI européennes. Mais ce que l'on peut déjà dire, en tout cas en termes de conviction, c'est peut-être la bonne période, effectivement, pour pouvoir rentrer. On a eu, parce que là, on a eu un peu la crise depuis 2 ans. Les SCPI européennes n'ont pas trop souffert, mais elles ont quand même pas mal de cash à investir et il y a des opportunités d'acquisition. Donc c'est quand même le bon moment pour nous pour investir sur les SCPI et notamment sur les SCPI européennes. On va vous détailler pourquoi c'est intéressant de choisir l'Europe plutôt que la France en termes de SCPI.
Juste pour compléter ce que vient de dire Steph, on a repris, vous savez, notre fameux exemple là, des 100 000 euros qu'on plaçait sur 10 ans, et on l'a appliqué à une SCPI de type quorum, en supposant que la valeur de la part a augmenté de 0,5% chaque année et qu'elle distribuait à environ 5,5% de rendement brut, ce qui est inférieur à ce qu'elle verse aujourd'hui. Et on s'aperçoit qu'après fiscalité, le rendement qui est versé par la SCPI la 10e année, il est de 6,5%. Donc ça, c'est vachement bien par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça paraît mieux, puisque vous avez plus de rendement avec le même capital sans avoir à consommer le capital. Ça paraît bien. Mais c'est pas une compagnie d'assurance ou c'est pas l'État français qui va ou un organisme parapublic qui va vous verser la rente. Donc vous avez quand même et en plus vous avez un patrimoine qui n'est pas diversifié. Vous êtes sur des immeubles. Donc s'il y a eu une crise comme on a connu dans les années 90, on ne peut pas exclure que ça ait un impact sur la valeur des CPI. La crise a été sévère ces 2 dernières années, mais pas exceptionnelle. Donc, votre risque, il est moins diversifié et il est moins sécurisé. Mais n'empêche, ça rapporte plus. Pour ceux qui ont envie de prendre un petit peu de risque, la solution d'acquisition en démembrement d'une part de SCPI, c'est la solution la plus rémunératrice, toutes choses étant égales par ailleurs, parce que vous savez, comme l'adage le dit, que les performances passées ne préjugent pas des résultats à venir. Voilà ce que je voulais rajouter. Donc, on a repris ce fameux exemple et on voit bien que les parts de SCPI, c'est sympa. Il y a une deuxième solution pour acheter en nue propriété. Là, c'est plus classique. On achète un appartement. Alors, comment ça se passe? Ah oui, beaucoup plus classique. L'acquisition d'un bien immobilier en direct nécessite généralement la mobilisation d'un capital important, et notamment pour et encore, il y a une barrière pour les Français qui sont à l'étranger, ben, c'est la question de l'accès au crédit. C'est très, très, très compliqué pour les Français qui sont hors de France. Et donc, le mécanisme par lequel on pourrait faire l'acquisition d'un bien dur en direct, ce serait de passer par le démembrement, puisque de facto, le prix d'acquisition est moins élevé. Donc là, également, la durée, elle est variable, elle est généralement comprise entre 15 et 25 ans. L'usufruit est généralement acquis par un opérateur social, ce qui est une forme de garantie, donc les HLM ou Action Logement que vous devez connaître. Et au bout, vous allez pouvoir récupérer votre appartement et vous serez libre de l'occuper ou de le louer éventuellement. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que pendant la période du démembrement, vous n'avez pas la jouissance du bien. Non, ça veut dire que lorsque vous venez en France, vous n'avez pas accès à ce logement. Les décotes, vous voyez, vous allez acheter par rapport au prix en pleine propriété. Vous pouvez acheter des biens en nue propriété à peu près 60-65% de la valeur du bien. Donc, vous avez quand même des décotes qui sont significatives et qui peuvent être encore optimisées par le fait que, comme c'est la crise au niveau des ventes de logements en France, c'est le moment d'essayer de négocier avec les promoteurs quand ils ont quelques stocks dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Donc, ce système pour les non-résidents, il a beaucoup de succès. Hein, et les Français et l'étranger aiment acheter des biens en nue propriété. Parfois, c'est pour le complément de loyer une fois qu'ils auront récupéré la pleine propriété du bien. Mais le plus souvent, c'est parce qu'ils vont choisir un appartement dans un coin qui leur plaît bien, sur la Côte d'Azur, en Bretagne ou en région Île-de-France, et que ça leur servira soit de pied-à-terre, soit de résidence principale au moment de leur retraite s'ils souhaitent revenir en France. Voilà, je crois que donc les deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Hein. Il y a plus un effet affect du produit quand on achète un logement, c'est plus financier quand on achète des parts de SCPI, mais le système du démembrement, il vous permet vraiment de constituer des revenus au moment de la retraite dans des conditions qui sont
vraiment favorable au plan financier. Alors, il y a quand même un point qui se pose une fois qu'on s'est dit c'est intéressant au plan financier, c'est combien l'État il va me carotter derrière. Exactement. Alors, au niveau de la fiscalité, donc, il n'y a aucun impôt à régler pendant la période de démembrement. Donc, il n'y a pas de taxe foncière, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Au moment de la reconstitution, lorsque vous récupérez la pleine propriété, ben, si vous avez choisi une SCPI qui est investie à 100% en Europe, totalement hors de France, ce qui se passe, c'est que la société de gestion, elle, va aller régler la fiscalité pour vous dans le pays dans lequel se trouve est localisé le bien immobilier. D'accord? En France, vous n'avez quasiment pas d'impôt à régler. C'est vraiment marginal. Donc, le montant, le revenu que vous avez versé, c'est un revenu pardon, qui est brut, mais brut de votre fiscalité de votre pays de résidence. Et donc, si vous êtes résident dans un pays qui n'est pas dans l'Union européenne au moment où vous êtes en retraite, c'est vraiment important d'avoir une SCPI 100% européenne parce que vous n'aurez pas à payer les prélèvements sociaux. Si vous choisissez une SCPI avec des immeubles en France, non seulement vous allez vous faire taxer sur l'impôt foncier, mais vous allez en plus devoir payer les prélèvements sociaux alors que vous ne bénéficiez pas du régime social français, ce qui est dommage, alors que même les autres pays de l'Union européenne, les Français qui travaillent dans les autres pays de l'Union européenne ou qui résident dans les autres pays de l'Union européenne n'ont pas à payer les prélèvements sociaux par suite d'une jurisprudence de l'Union européenne. Donc, par contre, ce que on n'a pas écrit, qu'on aurait pu ajouter, c'est que si vous avez souscrit des SCPI de droit français avec des immeubles français, je veux dire, en vous disant au moment où je prendrai ma retraite, je serai résident français, ben, la fiscalité, ça sera la fiscalité des revenus fonciers. Et aujourd'hui, la fiscalité sur les revenus fonciers, elle est plus pénalisante que la fiscalité sur les revenus du capital. Ça ne durera peut-être pas, hein, on ne sait pas ce qui va se passer, mais pour l'instant, c'est un peu pénalisant de devoir payer l'impôt sur les revenus fonciers si on n'a pas de crédit à mettre en regard. Ouais. Voilà, et pour les logements, c'est pareil. Hein. Vous avez le revenu foncier, et si vous êtes non résident d'un pays de l'Union européenne, que ce n'est pas un pays de l'Union européenne, vous allez avoir des retenues à la source. Alors, il y a simplement, oui, pardon. Patrick, un élément qu'on n'a peut-être pas évoqué également sur le plan de la fiscalité, c'est qu'en passant par le mécanisme du démembrement, pour ceux qui auraient déjà un patrimoine immobilier en France notamment, il faut faire attention à l'IFI. Le fait de passer par ce mécanisme évite éventuellement une imposition. On évite l'IFI. Ouais. Alors, il y a une dernière solution à laquelle on a pensé. On n'a pas voulu la développer parce que je regarde ma montre, mais il est déjà 19h57, donc on suppose que votre tentation commence à s'épuiser. Mais cette solution, elle est aussi intéressante. Ça consiste à acquérir un capital différé. Donc, Steph, vous allez animer un webinaire le 15 octobre avec un de nos partenaires préférés qui s'appelle Altaroc pour plein de raisons, notamment parce qu'on considère que c'est eux qui ont la meilleure offre de private equity international et qu'ils sont assez souples avec les Français de l'étranger. Et donc, Steph animera ce webinaire avec Frédéric Stollard, qui est le managing partner d'Altaroc, qui est une star du private equity européen. Le 15 octobre, on en a déjà fait un premier, c'était pas un webinaire, mais on a fait une conférence à Casablanca au mois de février. Donc, on repartira le 15 octobre sur un webinaire avec Frédéric Stollard où là, il pourra vous présenter en détail le détail de son offre de private equity parce qu'il fonctionne par millésime, vous verrez, et que le millésime des fonds auxquels on pourra avoir accès en 2024, il va être public d'ici 3-4 jours, et donc vous aurez la possibilité de bien comprendre l'offre d'Altaroc à partir de ce moment-là. On ne rentre pas dans les détails, mais le private equity, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez un capital à aujourd'hui, et normalement vous avez une performance à partir du moment où vous renoncez vous bloquez votre capital sur une période qui est d'une dizaine d'années, vous pouvez espérer, en investissant dans des fonds très performants,
avoir des rémunérations d'une rentabilité bien supérieure même à celle qu'on a vues précédemment avec les différents systèmes qu'on a évoqués. Donc c'est un système qui est intéressant, qui vient souvent en complément de ce qu'on a vu préalablement et qu'on vous détaillera le 15 octobre. On vous invite tous à vous connecter le 15 octobre voilà, pour suivre la normalement, conférence. le lien vous avait été envoyé, mais je pense qu'on vous le réenverra, réexpédiera prochainement. Alors, donc on a vu les différents systèmes. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il faut que vous regardiez votre situation personnelle, votre coût du risque, votre horizon de placement, votre épargne, vos besoins de revenus. Et là, vous saurez à peu près quelle case vous devez cocher. On va finir par se présenter un peu plus précisément. Donc, on vous a mis une photo de nos bureaux. Là, vous voyez, on est au premier étage. La lumière n'est pas allumée. On voit les bureaux des conseillers financiers. Steph, juste en quelques mots, donc racontez-nous un petit peu l'histoire de vos bons patrimoines. Alors, mon bon patrimoine existe depuis 40 ans. Nous sommes un cabinet indépendant, donc spécialisé dans le conseil aux familles, aux professions libérales et aux chefs d'entreprise. On a une longue histoire, effectivement, avec les Français d'expatriés que nous suivons depuis 2008. J'ai, au sein du cabinet, la responsabilité de ce portefeuille-là. Le cabinet, aujourd'hui, est composé d'une douzaine de personnes, de professionnels. Nous sommes tous diplômés dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la finance, donc avec des expériences professionnelles de plusieurs dizaines d'années maintenant. Le cabinet aujourd'hui, c'est un peu plus de 2000 clients et on gère un peu plus de 300 millions d'euros. Voilà. Et donc on a la taille qu'on veut, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être plus petit parce que si on est plus petit, c'est compliqué d'amortir les frais fixes sans être trop financier. Et si on est plus gros, on se banalise. Et nous, on veut continuer à apporter un conseil de proximité. Donc aujourd'hui, on trouve qu'on a la bonne taille, on est familiaux, on n'a aucun groupe financier, on est totalement indépendant et on entend le rester. Donc on ne fera pas de croissance externe. Qu'on pourra en faire, et on est bien comme on est. Alors, donc moi, vous voyez, on a mis mon pédigré là sur la slide, donc j'ai fait une carrière surtout dans la banque, où je me suis occupé des crédits aux professionnels de l'immobilier pendant la crise immobilière des années 90, donc ça je connais un petit peu. Après, j'ai monté une ligne de business toujours au Crédit Foncier qui était spécialisée sur la clientèle fortunée et qui a été apportée au groupe Caisse d'Épargne quand ce dernier a constitué une banque de gestion de fortune qui s'appelait à l'époque la compagnie 1818 et qui est devenue aujourd'hui Natixis Wealth Management. Et donc, moi, je m'occupais dans cette banque de tout ce qui était crédit et immobilier. Et donc, j'ai participé à la création de la banque. Ensuite, au moment de la crise financière, j'ai voulu être un peu plus entrepreneur. Et donc, je suis rentré dans un fonds de private equity qui s'appelait Développement et Partenariat, où j'étais directeur associé. Donc, le private equity, je connais un petit peu. J'ai fait ça 4 ans. Et ensuite, j'ai voulu faire un petit peu l'entrepreneur en direct. J'ai repris, enfin, j'ai pas repris, mais j'ai constitué un groupe qui s'appelait Financière Maubourg et qui a réalisé 3-4 réquisitions pour devenir aujourd'hui ce qu'on appelle Maubourg Patrimoine pour la clientèle de particuliers et Maubourg Entreprise parce qu'on a aussi une ligne de business qui est dédiée aux entreprises en France. Et moi-même également un parcours de banquier en France et à l'étranger. Donc j'ai débuté ma carrière en gestion de fortune en France. Je suis passé par le Luxembourg. J'ai également fait un peu de private equity avec une société allemande, mais dont le siège se trouve à Zurich, qui s'appelle Thomas Lloyd. Voilà, en tout cas, je m'occupe du pôle international au sein du cabinet. Une chose importante que j'aimerais préciser là, c'est que je me rends régulièrement sur le continent pour aller rencontrer nos clients. Voilà, notamment au Maroc, Patrick l'a évoqué. On a organisé à Casablanca en début d'année une conférence sur place. On a des interlocuteurs sur place. S'il y a de besoin, nous avons l'agilité pour pouvoir rencontrer nos clients. Alors, on a un représentant au Portugal aussi qui s'appelle Christophe Purolan. Je ne sais pas s'il nous écoute ce soir, mais il nous écoute souvent.
président et on travaille avec lui en toute confiance. Et surtout, on a une personne qui s'appelle Aline Souza que je vous invite à contacter et qui est la spécialiste de tout ce qui est couverture santé et prévoyance pour la clientèle de Français qui résident hors de France. Donc, on a des accords avec tous les grands assureurs que vous connaissez et surtout, on vous apporte du conseil et on va aller choisir la meilleure solution pour vous. Donc, ça, c'est le job de Aline Souza. Donc, on n'a pas voulu trop rentrer dans le détail, mais ce qui est important que vous sachiez, c'est que au-delà des personnes qui sont directement en relation avec la clientèle des Français de l'étranger, on a aussi un back-office et un middle-office qui nous permet à la fois de vous suivre dans vos allocations d'actifs, de gérer les opérations en toute transparence avec les compagnies d'assurance. Et vous savez, c'est pas simple. C'est les compagnies d'assurance, c'est des gros monstres administratifs qui sont pas faciles à bouger. Donc nous, on est votre interface avec ces gens-là et on a du personnel pour gérer ces problèmes. Et on n'y pense pas, mais c'est important. Alors, juste pour finir, notre cabinet, on aurait pu en parler des heures parce qu'on aime bien, mais on a 4 présences qui sont. Donc, on est présent à Paris, on a une implantation à Valence, on a des bureaux à Valence aussi avec une personne qui s'occupe de la région Rhône-Alpes. On est présent un peu moins, un peu plus épisodiquement, mais on est présent à Bordeaux et sur la Côte d'Azur. Bon, le siège social, c'est quand même à Paris, à côté de l'Arc de Triomphe, sur l'avenue de la Grande Armée. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'on exerce 4 métiers. Ces métiers, ils font tous l'objet d'une réglementation stricte et ils sont suivis par des organismes réglementaires. Alors, le premier métier, celui qui nous permet de vendre de l'assurance vie ou aussi de la santé et aussi de l'auto, parce qu'on fait de l'auto ou de l'habitation, et aussi pour les entreprises quand on leur fait la santé ou la construction. Donc ça, c'est le métier de courtier en assurance et en réassurance. Donc c'est un métier où il nécessite d'être enregistré dans une espèce d'annuaire français qui s'appelle l'ORIAS, et on est surtout sous le contrôle d'une instance qui est assez rigoureuse et qui s'appelle la CPR et qui est redoutée par les courtiers en assurance. Donc on est quand même contraint de respecter strictement la réglementation et je peux vous dire qu'elle est compliquée. Le deuxième métier, tout aussi normé que le premier, c'est le conseil en investissement financier. Donc pour vous, c'est un petit peu du jargon. Pour nous, c'est ce qui nous permet, ce statut, de vous vendre des fonds de private equity comme ceux d'Altaroc, des SCPI comme celle de Corum, et éventuellement de pouvoir vous proposer des comptes titres. On n'en a pas parlé, mais on a des solutions pour vous ouvrir un compte titre en France, mais aussi au Luxembourg et même aux États-Unis. Donc ça, c'est parce qu'on est conseiller en investissement financier. Et là, l'autorité de tutelle qui nous surveille, c'est une autorité que vous connaissez, qui s'appelle l'autorité des marchés financiers, AMF, qui est tout aussi redoutée que la CPR et qui nous oblige aussi à beaucoup de prudence quand on prodigue nos conseils. Troisième métier, Steph en a parlé tout à l'heure, c'est compliqué les crédits pour les non-résidents. C'est possible dans certains cas, on pourra en revenir une autre fois, mais ça c'est un statut pour pouvoir vous proposer des crédits ou pour pouvoir vous proposer des opérations de banque. C'est un statut qui s'appelle intermédiaire en opérations de banque et services de placement, IOBSP pour les connaisseurs. Donc c'est un statut qui nous permet d'être quasi banquier, même si on ne gère pas les sous directement, et qui est aussi placé sous le contrôle de l'AMF. Dernier métier, on a parlé tout à l'heure des logements en nue propriété. Nous, on peut vous proposer ces logements parce qu'on a aussi la carte d'agent immobilier qui est la carte qu'on appelle la carte de transaction T, comme transaction qui avait été prévue par la loi Hoguet. Donc là, avant, c'était la préfecture de police qui nous occupait de nous. Il y a un progrès, maintenant, c'est la chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France, mais c'est pareil, c'est un métier qui est réglementé. Donc vous voyez, on a 40 ans d'expérience, nos clients, ils restent avec nous, ils sont contents, souvent ils restent jusqu'au décès, et après on récupère leurs enfants, leurs petits-enfants. Ça, c'est une confiance qui se mérite. Ensuite, on ne peut pas faire notre métier n'importe comment parce qu'on est surveillé. Et enfin, on a quand même l'habitude de travailler avec la clientèle de Français et d'étrangers. C'est pour ça qu'on a voulu organiser ce webinaire ce soir. Donc, en conclusion, j'espère qu'on vous a convaincu qu'il y avait 3 bonnes raisons de travailler avec nous. Ça, c'est avant qu'on réponde à vos questions. Donc, l'expérience de terrain, Steph, il a travaillé dans la banque, la gestion de fortune, le private equity. Moi, j'ai travaillé dans l'immobilier, les crédits. On maîtrise la finance.
et évidemment l'assurance. Steph, il assure un accompagnement le plus local possible parce qu'on ne peut pas toujours faire comme on voudrait. L'Amérique latine, on ne sait pas comment on va s'organiser, mais on trouvera des solutions. Et ensuite, on a une expertise pluridisciplinaire. Vous avez vu qu'on connaît à peu près tous les domaines qui peuvent vous concerner au niveau de la gestion de votre patrimoine. Alors, on va répondre aux questions qui nous ont été posées pendant le webinaire. J'en vois 5. La première, je la lis, c'est « Il me semble que le Brésil a signé une convention avec la France sur le régime de retraite en 2013. Est-ce que c'est encore le cas ?» Écoutez, j'ai peut-être oublié le Brésil, je ne l'ai pas de tête. Je vérifierai, je vous répondrai un petit peu plus tard. Et donc ensuite, la deuxième question, c'était de savoir, vous savez, dans le calcul, quand on réside dans un pays qui a signé une convention avec la France, est-ce que la retraite, elle est payée par le pays dans lequel j'habite ou elle est payée par la France? Une fois que je suis à la retraite, je crois qu'on l'a dit d'ailleurs dans le webinaire, la retraite, elle est payée par le système dans lequel vous avez cotisé. Donc, si vous êtes au Gabon, c'est le système gabonais qui vous payera votre pension de retraite. Une troisième question. Lorsque je me renseigne sur les plans d'épargne retraite en France, on me dit que c'est réservé pour les résidents fiscaux français. Donc là, on vous en a un petit peu parlé aussi. Effectivement, le plan d'épargne retraite, il est vendu comme un produit de défiscalisation parce que la défiscalisation, ça fait grand en France. Mais on espère vous avoir convaincu que c'était aussi intéressant, même pour ces placements sans défiscalisation, avec la possibilité d'avoir une rente viagère construite par ses propres efforts d'épargne et avec ses propres choix, plutôt que de laisser la responsabilité à la CFE ou à Malakoff Humanis de gérer vos sous. Quatrième question. Quelle serait l'option la plus viable pour un Français qui n'a jamais travaillé en France et a construit sa carrière professionnelle travaillant pour des entreprises étrangères, principalement mexicaines et américaines? Monsieur, on n'a pas de réponse claire et immédiate. Il faut qu'on en parle et surtout, il faut que vous réfléchissiez à votre problématique, qu'on en parle et qu'on voit quel est le placement qui répond le mieux à votre problématique en fonction de votre âge, en fonction de vos capitaux disponibles, de votre durée restant à courir jusqu'à votre départ planifié à la retraite. C'est après avoir répondu à cette question qu'on pourra définir le meilleur plan pour votre retraite. Après, on nous demande si on peut... D'abord, on nous remercie parce qu'on a trouvé ça très clair. Écoutez, on est ravis. Et on nous demande s'il sera possible de partager les slides. On vous les enverra et on enverra un replay aussi du webinaire, même si on a bafouillé un peu au début parce que on était émus. Après, on s'est repris, on espère en tout cas, et on espère qu'on vous a convaincu. Et dernière question, mais là, c'est un spectateur anonyme qui nous demande s'il est possible d'estimer la retraite qu'il va toucher en Europe après avoir travaillé en France, en Espagne ou au Mexique. Écoutez, prenez contact avec Steph et il va vous aider, il va essayer de vous aider en tout cas à répondre à cette question, mais là comme ça je peux pas. Et une Madame Elsa qui vient de poser une question à la dernière minute. Est-ce que Patrick a répondu à la question de Benjamin Jules dans le cas d'un retour en France pour l'avoir? Ah oui, il y a une question de Monsieur Benjamin qui nous dit que dans le cas d'un retour en France pour la retraite, si on ne perçoit pas de rente viagère et que l'on peut justifier de revenus faibles voire nuls, a-t-on droit à un revenu minimal en tant que Français résidant en France, type minimum vieillesse? Je pense que oui, mais je n'y mettrai pas ma main au feu, mais je pense que oui. On vérifiera, mais je pense que oui. On va dire, on va s'arrêter, on va passer la nuit. Je ne suis pas résidente en France, c'est Madame Elsa. Elle n'est pas salariée, elle vit dans un pays ayant une convention avec la France et elle n'a payé aucune cotisation dans aucun des deux pays. Pourrait-on voir comment faire? Merci, ben oui. Steph, il est là pour ça. Voilà. Madame Elsa, je vous invite à appeler Steph. Écoutez, on vous remercie tous de votre attention.
on a été ravis de vous accompagner. On espère vous avoir convaincu. Alors, vous avez comme adresse mail info Mon Beau Patrimoine, c'était l'adresse qui vous envoyait l'invitation. Vous pouvez, si vous souhaitez contacter Steph, vous pouvez l'appeler, envoyer, utiliser cette adresse mail générique ou l'adresse s.ngimbi@Montbourg-Patrimoine, qui est son adresse directe. Mais info, ça marchera bien. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention parce que vous êtes très nombreux encore après 1 h 15 de webinaire. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne journée pour ceux qui ne sont pas dans les mêmes fuseaux horaires. Et à très bientôt. Allez, au revoir. Bonne soirée. Bonne journée. On n'est pas sorti là. Non.